Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Depuis hier, la Commission des affaires sociales du Sénat organise une série d'auditions afin de préparer l'examen en séance publique du projet de loi sur la sécurisation de l'emploi. Ce texte sera débattu par les sénateurs à partir du 17 avril. Hier, les sénateurs ont donc entendu des représentants de la CFDT, de la CFTC ou encore de la CGC, les trois syndicats qui ont signé cet accord. Alors, sans plus tarder, direction la salle Médicis pour suivre ces auditions. Bon après-midi à tous. Alors mes chers collègues, pour la bonne organisation de nos débats, nous allons tout d'abord écouter les organisations syndicales de salariés signataires de l'accord, puis demain nous aurons les organisations syndicales non signataires et ensuite nous aurons les organisations patronales. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour la CFDT messieurs Patrick Pierron, secrétaire national, et Monsieur Christian Janin, secrétaire confédéral. Pour la CFTC, Monsieur Touvenel, vice-président. Et pour la CGC, Madame Marie-Françoise Leflon, secrétaire nationale, accompagnée de Monsieur Franck Boissard, expert technique. Je vous propose donc, mes chers collègues, de donner la parole à chacune des organisations syndicales pour nous présenter, en guise d'introduction, pour nous présenter leurs principales observations sur cet accord du 11 janvier et sur sa déclinaison dans le texte législatif tel qu'il est en discussion au Parlement. Ensuite, je donnerai la parole au rapporteur pour une première série de questions et bien évidemment ensuite l'ensemble des sénatrices et sénateurs pourront à leur tour, s'ils le souhaitent, demander des explications supplémentaires aux organisations syndicales. Si cela vous convient, je commence par ordre alphabétique, donc par la CFDT, Monsieur Pierron ou Monsieur Janin, si vous le voulez bien, ou comme vous voulez, ou Madame Leflon, allons-y, alors par ma gauche, très bien. Pour la CGC, Madame Leflon. Ensuite, là, et ensuite, je terminerai par ma droite, alors. Oui, mesdames et messieurs, sénatrices et sénateurs, je suis ravie de vous présenter la vision de la CFE-CGC sur cet accord que nous avons signé et auquel nous tenons parce que nous considérons que c'est une prise de responsabilité et un acte de modernisation du marché du travail dans un constat économique d'une situation extrêmement difficile avec un taux de chômage qui s'accroît dans une pente très régulière depuis 17 mois, qui atteint des niveaux très difficilement supportables pour l'ensemble de la société. C'est aussi une situation qui touche les jeunes qui ont encore des taux de chômage de 22%. Et puis toutes les conditions inhérentes aux indemnisations qui s'épuisent, la durée des droits qui s'allonge, les situations de précarité qui augmentent et surtout l'impossibilité pour les salariés ou pour les demandeurs d'emploi d'avoir une vraie vision professionnelle. Donc nous avons abordé cette négociation dans un vrai souhait de trouver des solutions avec les partenaires qui nous entouraient, que ce soit nos collègues d'organisations de salariés, mais que ce soit aussi les collègues des organisations patronales, puisque cet accord pour nous est finalement avec beaucoup de doigté, un juste équilibre entre les attentes des entreprises dont nous avons considéré qu'elles sont importantes en ce moment pour sauver la compétitivité des entreprises et par conséquent les emplois, et nos attentes à nous, partenaires sociaux, et la CFE-CGC est très attachée à sauvegarder les droits de ses salariés dans les périodes d'emploi, mais aussi de rupture, de manière à avoir un parcours professionnel moins douloureux et moins haché. C'est donc pour ces raisons que la CFE-CGC considère que cet accord est architecturé autour de 4 points principaux. À la fois, c'est un projet qui crée sans conteste des droits nouveaux qui ont été effectivement nécessaires face aux contreparties de libéralisation, si ce n'est de flexibilité nécessaire au marché des entreprises. Donc, qu'il s'agisse de la complémentaire santé, et je pense que le débat amènera certainement des points plus précis, mais en tout cas,
pour nous aussi bien l'amélioration de la portabilité et la création et l'extension de cette couverture est extrêmement importante. La lutte contre la prolifération des CDD, puisque le constat pour nous est que au fil des années, le CDI ne reste pas ce qu'il devrait être, c'est-à-dire sa nature systématique d'embauche, puisque une entreprise devrait investir sur un profil particulier, sur des compétences et non pas sur une nature de contrat, même si on sait très bien qu'il y a les facteurs de chiffre d'affaires et de marché, de baisse de compétitivité qui jouent. Il n'en demeure pas moins que ce souhait de revenir à un fondamental comme celui-là passait forcément par une taxation des contrats courts, sans que cette taxation ne soit excessive, puisqu'il ne s'agit pas de freiner l'embauche, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Alors effectivement, cette surcotisation, il n'était pas question non plus de la faire peser pour nous sur le déficit à l'heure actuelle très lourd de l'UNEDIC, et que donc il fallait envisager une surcotisation qui soit finançable. C'est pour ça que les chiffres et les durées des contrats choisis nous semblent un équilibre subtil. Un droit qui est important pour nous aussi, parce qu'il doit être, à mon avis, développé, redéveloppé, redimensionné, surdimensionné, c'est la création du compte personnel de formation. C'est pour nous un des facteurs clés qui devrait tout au long de la vie s'adapter tant en entreprise qu'hors de l'entreprise. Et donc c'est pour nous le premier pas de modernisation de la formation professionnelle avec un F majuscule. Voilà. Un autre droit auquel la CFE-CGC est attachée, parce que on considère qu'effectivement dans nos populations de l'encadrement, c'est un droit sur lequel nous avons beaucoup travaillé, qui devrait être opérationnel et aller vers plus d'employabilité. Il s'agit du droit à une période de mobilité volontaire sécurisée. Alors effectivement, il n'est pas qu'un simple concept, il peut répondre à une réalité. C'est pour ça que nous avons fait pas mal de propositions qui sont dans l'accord, de manière à le sécuriser au maximum et à lui donner une vraie image de visibilité. Enfin, le recours à temps partiel, qui est pour nous important, puisque c'est les premiers fondements d'un vrai travail contre la précarité. Bien entendu, le détail portera à débat si les branches ne savent pas s'en emparer suffisamment, mais l'ensemble de ces points sont des points forts pour nous dans cette partie que je considère être une partie de création de droit. Alors, cet accord et sa transcription, puisque la CFE-CGC considère que la transcription a été tout à fait au plus près de notre volonté de négociateur. C'est donc un accord et son projet de loi qui a un deuxième axe très important, puisqu'il renforce l'information des salariés tant sur les perspectives que sur les choix stratégiques de l'entreprise. Alors, le fait le plus important, le plus novateur, qui était déjà dans les germes du dialogue social, est incontestablement la base de données. Cette base de données qui sera à disposition des élus et qui, pour nous, doit être accessible à tous les représentants du personnel, c'est-à-dire pas seulement les CE, mais aussi les DP, CHSCT, les représentants syndicaux. Alors, je pense qu'on sera amené effectivement dans le débat à en parler. La tenue de cette base de données, le suivi de cette base de données devra toujours, à notre sens, faire part à chaque fois d'une information salariée dès lors qu'elle aura été modifiée. Ça peut être les comptes, ça peut être le bilan social, tout ce qui est donné qui sera amené à être modifiés devront donner lieu à information. Alors, l'entreprise pourra le faire à sa manière, hein, mais il faut pas
considérer cette base de données comme quelque chose de statique, mais bel et bien la faire vivre et en prévenir les salariés dès qu'elle a été modifiée. Voilà. Alors, on a un autre point de satisfaction aussi dans ces informations anticipées des IRP, et ce qui était un point très important pour la CFE-CGC, ce sont les règles de gouvernance dans l'organe de gouvernance lui-même. C'est vrai que nous avons obtenu la présence, la généralisation, je dirais, plus que la présence, puisqu'elle existait déjà, mais sa généralisation de présence d'administrateurs salariés avec voix délibérative. C'était un point extrêmement fort pour la CFE-CGC, parce qu'il nous semble que tout dialogue social doit commencer par un échange entre un chef d'entreprise et ses salariés. Donc dès lors qu'il y avait des instances de gouvernance, il faut qu'il y ait échange sur les stratégies de l'entreprise. C'est vrai que le seuil de 10 000 sur les groupes internationaux de 5 000, et c'est vrai que le nombre peut-être est un peu léger, en tout cas par rapport à ce qui se pratique dans certaines entreprises, mais en tout cas il avait l'avantage de s'adosser sur les préconisations du rapport Gallois à minima, et puis il est surtout, sa généralisation, un point fort à donner dans l'image du dialogue social. C'est pour ça que c'est un point important pour nous, de même que la négociation de la GPEC est un facteur très important. On connaît le concept de la GPEC, on le connaît, mais il ne nous semble pas suffisamment opérationnel. L'approche par laquelle on donne des pénalités à une entreprise qui ne pratique pas une négociation de GPEC ou qui ne fait que des plans d'action peu contraignants n'était pas la meilleure approche, et en tout cas elle ne peut jamais être coupée sur les marchés de l'emploi, sur la territorialité, avec une GPEC territoriale et avec la partie des sous-traitants qui est aussi une clé du marché de l'emploi à l'heure actuelle. Donc le renforcement de cette GPEC, y compris des orientations du plan de formation, on n'a pas encore atteint la négociation du plan lui-même, mais en tout cas c'est un premier pas, est très important. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle va permettre, dans ce cadre-là, de négocier les mobilités internes dans l'entreprise. Donc, l'approche du dialogue social via les administrateurs, via la base de données et ensuite avec ces possibilités de travailler via la GPEC va donc permettre d'approcher la suite de l'accord du 11 janvier vers des données plus conjoncturelles. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu en amont pour nous peut être considéré comme une approche structurelle, un dialogue social qui se forme, qui va se développer, et puis les difficultés structurelles sont là, et donc les anticipations, nous allons les retrouver dans les différentes phases de l'accord. C'est pour ça que pour nous, l'anticipation et la négociation d'un accord sur la mobilité interne, dès lors bien entendu qu'il ne comporte pas de réduction d'effectifs, et j'attire votre attention sur cette partie-là, lorsque l'entreprise veut restructurer son outil de travail, je pense que la mobilité interne est indispensable, mais pour cela, il faut qu'elle soit négociée par un accord en amont. Et pour cela, elle implique qu'il n'y ait pas de réduction d'effectifs par ailleurs, de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion des genres et que les élus soient bien concentrés sur les contreparties à donner aux salariés, de manière à ce qu'ils acceptent, qu'ils puissent faire valider cette mobilité par rapport à leur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. C'était la mention qui nous semblait être la règle de base pour approcher et accepter pour le salarié une mobilité interne. Voilà. La CFE-CGC a toujours prôné pour le salarié qui d'ailleurs ne pouvait pas assumer cette mobilité interne le fait qu'il puisse s'en aller avec un licenciement économique plutôt qu'un simple licenciement. Donc l'amélioration du texte en ce sens nous convient aussi. Je vais essayer de ne pas trop vous ennuyer pour la suite. Alors,
j'ai évoqué cette première approche conjoncturelle de l'entreprise par une mobilité, et puis ensuite, effectivement, on peut imaginer, ça a été imaginé dans l'accord, que l'entreprise ait davantage de difficultés et qu'elle soit amenée à travailler sur le chômage partiel, auquel cas CFE-CGC appelle de ses voeux à une simplification rapide des deux systèmes que sont le chômage à l'heure actuelle et la PLD, de manière à avoir un seul outil à disposition des entreprises qui ait une simplicité, une visibilité et une indemnisation pour le salarié liés à des plans de formation ponctuels qui soient tout à fait opérationnels et rapidement. Le peu d'utilisation d'heures du chômage partiel à l'heure actuelle prouve qu'il y a nécessité de changer ce système-là. Et puis dans une phase supplémentaire ou suivante, si le chômage partiel n'a pas été suffisant et que les difficultés de l'entreprise sont trop importantes, nous nous trouvons effectivement avec des accords de maintien de l'emploi qui, là encore, seront négociés en amont, et c'est pour nous le point fort de cet accord, avec un accord majoritaire. Et la négociation de cet accord devra, bien entendu, être largement encadrée. C'est la raison pour laquelle, dans cet accord, nous avons demandé à maintes reprises qu'il y ait à la fois des retours à bonne fortune ensuite pour les salariés, qu'il y ait également un parallélisme des formes ou un parallélisme financier de la part des dirigeants, des actionnaires et des salariés, et que cet accord ait été négocié à plus de 50% de façon à ce que l'ensemble des contreparties soient négociées en faveur du salarié. C'est un article extrêmement important qui nous semble être le point d'équilibre de la rencontre des salariés qui vont accepter baisse d'activité, baisse de rémunération pour essayer de sauver l'entreprise. Et je pense qu'il faut noter ce progrès de l'accord. Voilà pour les grandes règles. C'est passé bien évidemment dans une quatrième partie de l'accord par cet accord qui va moderniser le contentieux prud'homal, puisque à la fois vers la phase finale de difficulté de l'entreprise, c'est-à-dire le PSE, qui sera ou négocié ou soumis à homologation, et à la fois sur les raccourcissements des délais, tant de la prescription que des montants proposés de la négociation, toutes ces parties-là finales de l'accord qui étaient difficiles à accepter au premier abord, le sont en contrepartie des sécurités qui ont été données. Et donc, ce que la CFE-CGC espère, c'est qu'au fond, dans cet accord, dans toutes ces phases, elle y aura gagné la force du dialogue social. Voilà. J'ai un petit peu exprimé ce que la CFE-CGC a essayé de construire du début à la fin et pourquoi elle tient cet accord et a une transposition au plus près de ce qu'elle a exposé. Merci, Madame Leflon. Je vais donner la parole à la CFDT. Je ne sais pas, Monsieur Janin, Monsieur Pierron. Voilà. Bonjour, messieurs, mesdames les sénateurs et sénatrices, et je vous remercie de l'invitation pour cette audition qui est importante pour nous, puisque c'est un lieu d'échange qu'on a peu l'occasion d'effectuer entre les partenaires sociaux et les élus de la nation. Et en ce sens, je crois que c'était important après une négociation qu'on puisse échanger sur la bonne compréhension de ce qu'on a voulu faire lors de cette négociation, notamment. Donc la CFDT, je vais passer plus vite peut-être, puisqu'avec Marie-Françoise, heureusement, on a des points communs, parce qu'on a signé le même texte. Et donc, il y a des choses qu'elle a mis en avant qui sont dans le texte, sur lesquelles je vais passer plus rapidement. Ce que j'aurais donné, c'est l'état d'esprit de la CFDT quand on est rentré en négociation. Ce qu'on souhaitait, c'est d'avoir un accord interprofessionnel dans un contexte difficile
difficile de crise ou économique, on voulait un accord qui change un peu la donne, qui change la donne pour les salariés, qui change la donne pour les entreprises et qui permette de démontrer que les partenaires sociaux étaient en capacité de s'engager, de prendre leurs responsabilités et de promouvoir l'emploi ou tenter de promouvoir l'emploi et tenter de faire reculer la précarité dans une période de chômage importante qui progresse. Donc on y est rentré en voulant obtenir des nouveaux droits pour les salariés. On ne voulait pas un accord qui était un accord un accord qui aurait été défensif uniquement. Et donc on s'est fixé comme objectif d'avoir des nouveaux droits, de sécuriser les parcours professionnels, puisque ça nous paraissait essentiel à un moment où on ne fait pas tout son parcours dans la même entreprise, c'était de sécuriser entre deux emplois, de donner des garanties au niveau des salariés quand ils perdaient leur emploi, et que perdre leur emploi, ce n'était pas perdre tous leurs droits. Donc ça posait la question du rattachement des droits. Et c'est pour ça que dans cet accord, il y a des droits rattachés à la personne et plus uniquement au contrat de travail et à l'entreprise, ce qui fait qu'on les garde, y compris en période de chômage. D'avoir des mesures pour faire reculer la précarité, et je le dirai tout à l'heure, je pense qu'un des éléments importants, c'est l'encadrement du temps partiel subi, qui touche essentiellement les femmes et les cellules monoparentales, qu'on a essayé d'encadrer au mieux, me semble-t-il. Et puis, dans le même temps, c'était d'affirmer la place du dialogue social, la place de la négociation, comme un des éléments centraux pour créer aussi de la norme sociale et que ça permette de prendre en compte les réalités des salariés et des entreprises, qu'on replace les salariés au centre des préoccupations et des décisions. Et donc ça passe par les accords majoritaires, mais j'y reviendrai. Ça passe par l'avis renforcé des institutions représentatives du personnel, CE, CE européen ou CE, DP, CHSCT, en amont des décisions, et notamment sur l'utilisation des aides publiques, par exemple. Voilà, donc, et mieux représenter ou associer les salariés, ou leurs représentants plutôt, dans les organes de délibération avec voix délibérative, les organes de décision avec voix délibérative. Ça, c'était important. Voilà, dans quel état d'esprit on y était, et en même temps, on a cherché à avoir un accord qui influence les comportements des entreprises et des employeurs. Mais quand je dis entreprise, c'est patronat et syndicat. Et quand je dis employeur, c'est employeur, là, par contre. C'était important pour nous, puisqu'on faisait le constat qu'une entreprise, avant cet accord et avant cette loi, nous l'espérons, une entreprise qui favorisait l'emploi sur le long terme et une entreprise qui favorise par son action et le recours au CDD ou au contrat court, qui favorise la précarité et le chômage, est traitée pareil dans ce pays. Demain, ça ne sera plus le cas. Une entreprise qui fait de la transparence, une entreprise qui négocie, une entreprise qui associe ses salariés, elle est traitée pareil que si elle ne le fait pas aujourd'hui. Demain, ça ne sera plus le cas. Et une entreprise qui forme ses salariés, une entreprise qui ne forme pas ses salariés, elle est considérée pareil aujourd'hui. Demain, ça ne sera plus le cas. Et donc, c'était un accord qui devait jouer, enfin, c'est comme ça qu'on le voit, et l'avenir nous le dira, hein, puisque c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est un accord qui dit clairement, voilà le comportement vertueux que l'on souhaite pour les entreprises, c'est la négociation, c'est l'application des salariés, c'est la transparence, c'est de l'anticipation et c'est des nouveaux droits. Et contrairement, mais je vais vous le démontrer, je vais essayer, contrairement à ce qui a été dit par certaines organisations non signataires, que je ne commenterai pas parce que je respecte chaque position, pour nous, si les parlementaires transposent l'accord dans la loi, les nouveaux droits seront actés tout de suite dans le Code du travail par la loi, et la flexibilité demandée ou la flexibilité possible sera actée que si la négociation d'accord est soumise à l'approbation d'un salarié sur deux par leurs représentants, hein, c'est des accords majoritaires à 50%. Donc c'est les nouveaux droits tout de suite et c'est la flexibilité s'il y a négociation. Ce n'est pas l'inverse et ça c'est important de se le dire. Donc pour moi il y a 10 nouveaux droits dans l'accord. Hein. Il y a 10 nouveaux droits, 10 droits qui n'existent pas aujourd'hui. Alors je ne vais pas vous les lister, mais je les ai, on peut vous les... Oui, mais il y en a 5 qui sont emblématiques, me semble-t-il, mais il y en a 10 en tout. Dans les 5 emblématiques, c'est ceux que Marie-Françoise a dit. C'est bien sûr la génération de la complémentaire santé qui touche 400 000 salariés qui n'en ont pas du tout, et donc qui vont accéder à une complémentaire santé.
et je ne sais plus 4 millions de salariés qui se la payent eux-mêmes et qui vont l'avoir sous un contrat collectif payé à 50% par l'employeur. Et donc sans ça, ça change une couverture de complémentaire santé qui est bon pour les salariés mais qui est bon pour les entreprises, d'avoir la possibilité de se soigner, me semble-t-il. Les droits rechargeables qui sécurisent entre les 2 emplois la période de chômage mais qui incitent au retour à l'emploi. Aussi, puisqu'on n'a pas peur de reprendre un emploi plus court que le précédent, puisqu'on ne perd pas les droits acquis par le précédent. Et c'est en ça que les droits rechargeables, ils sécurisent la période entre 2 emplois et ils incitent à un retour à l'emploi, même si c'est un emploi de plus courte durée que ce qui avait été fait avant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mieux encadrer et mieux rémunérer le temps partiel, ce que je disais, qui est une source de précarité énorme dans plusieurs secteurs. Mieux rémunérer dès la première heure à 10%, alors qu'aujourd'hui c'est 0, la majoration. Demain, ça sera 10% dès la première heure complémentaire au-delà du contrat. Et mieux encadrer, alors on a essayé, parce que c'est un casse-tête, hein, temps partiel c'est un vrai casse-tête entre ceux qui sont dans le commerce et services, ceux qui sont dans la propreté, ceux qui sont dans le service à la personne. Vous voyez bien que c'est des situations différentes. Donc on a prévu quand même un repère, base horaire de 24 heures par semaine comme un repère, avec possibilité de dérogation par accord de branche en fonction des réalités du secteur concerné. Donc ça, c'est important. Par contre, on a essayé d'éviter l'éclatement horaire des salariés qu'on retrouve, alors c'est vrai, souvent dans la distribution ou la propreté, souvent du salariat féminin, qu'on retrouve avec quelques heures le matin, quelques heures en fin de matinée ou entre midi et 2, quelques heures le soir, qui fait que ces personnes sont mobilisées 8 à 10 heures sur leur lieu de travail, ne travaillent que 4 à 5 heures et n'ont pas la possibilité de retrouver un deuxième employeur. C'est en cela qu'on a essayé de répondre par l'organisation par demi-journée et journée pour que, quand l'entreprise ne peut pas leur offrir des heures regroupées, sur la semaine entière, qu'elles aient au moins la possibilité d'avoir des heures regroupées par demi-journée pour qu'elles puissent retrouver un deuxième employeur et pouvoir vivre dignement de leur travail, ce qui n'est pas le cas dans bon nombre des cas aujourd'hui. Et puis après, il y a bien sûr le compte personnel de formation qui doit permettre de se former de la sortie de l'école jusqu'à la retraite, qui n'est pas lié au contrat de travail ni à l'entreprise, parce qu'on voit bien qu'en 2008, on avait négocié le DIF transférable et qui ne se transfère pas. Donc il fallait mutualiser plus fortement cette formation pour que la formation soit rattachée à la personne et pas à l'entreprise et au contrat de travail. Autrement, c'est une source d'inégalité dans le salariat. Et que ça, une fois qu'on a créé cette enveloppe, qu'on estime comme un nouveau droit qui va être tout de suite dans la loi, il va falloir le remplir avec une gouvernance, un financement et autres. Mais ça, c'est la deuxième étape de négociation et de la loi qui doit arriver bientôt. Mais il y a une concertation en cours. Donc on ne voulait pas chanter non plus la concertation en cours entre partenaires sociaux. Et ça demandera une concertation État-région. Mais le véhicule est là. Il n'y existait pas avant. Donc ça, c'est important. Voilà sur après la taxation des contrats courts. Honnêtement, qui va avec les droits rechargeables, puisqu'on sécurise l'entrée et la sortie de l'emploi. C'est un signe qu'on a voulu donner fortement entre partenaires sociaux en disant patronat et syndicats, au moins ceux qui signent, disent clairement que les contrats courts de moins de 3 mois, de moins d'1 mois ou moins d'une semaine, qui ont augmenté à 86% par exemple en 2011, ne peuvent pas être la durée de l'emploi et l'entrée dans l'emploi normale dans ce pays. Et qu'il faut retrouver une forme d'emploi long. Après, il faut voir la nature des contrats, mais qu'on ne peut pas construire une vie de famille, se loger, quand on ne sait pas si le mois d'après, on a son contrat qui va perdurer. Voilà. Donc c'est un signe fort, hein, ce n'est pas économique, hein, les 0,5, 1,5 et 3%, ce n'est pas ça qui va changer la donne. On sait dans le même temps qu'on a besoin de contrats courts, hein, en fonction des réalités ou de l'aspect cyclique des activités. Donc l'objectif, c'était de dire, les partenaires sociaux disent aux entreprises, attention, il y a un dérapage vers l'utilisation abusive des contrats courts. Donc il faut revenir à des contrats longs. Donc ça, c'est important de le prendre comme ça, et pas de le prendre comme une mesure économique ou une sanction en vie des employeurs. Voilà, mais c'est de donner un signe. Deuxième pavé qui me paraît important, c'est la place du dialogue social. Alors là, pour les nouveaux droits, j'en ai cité 5, il y en a 10, et vous pouvez regarder, il y en a 10 dans l'accord.
Ce qui est important après en termes de dialogue social et qui permet d'asseoir la négociation et le dialogue social et l'association des salariés en amont des décisions, c'est la possibilité d'avoir une base de données qui élargit les informations prévues aujourd'hui par le Code du travail. Aujourd'hui, la base de données, enfin, on a le Code du travail avec les informations qui sont prévues. Demain, la base de données va reprendre l'ensemble des informations qui sont aujourd'hui prévues par le Code du travail, mais va les élargir à des domaines comme des éléments stratégiques ou d'investissement de l'entreprise, tout ça à 3 ans. Hein. Donc on est sur une vision à 3 ans qu'on n'a pas aujourd'hui, de l'année en cours jusqu'aux 3 ans plus tard, va donner des éléments sur combien d'aides publiques chaque entreprise touche, combien de crédits d'impôt des 20 milliards par exemple, mais d'autres aussi touchent, et quelle est leur utilisation. Donc des éléments comme ça qui sont importants, le nombre de contrats, enfin des éléments qui sont importants et sur lesquels les partenaires sociaux n'ont aucune information aujourd'hui dans l'entreprise. On va les avoir avec cette base de données, ce qui va permettre de prendre en compte les impacts sociaux des décisions éventuelles ou de mesurer avant que ça arrive les difficultés prévisibles à 3 ans, et y compris de discuter des choix stratégiques d'investissement, de recherche dans l'entreprise qui aujourd'hui est essentiellement du ressort du management. Et pour se faire aider, il y a une expertise nouvelle qui a été créée, une expertise nouvelle qui permet de décrypter, de participer au diagnostic dans le CE, hein, ou autre organisation patronale et syndicale dans l'entreprise, et de décrypter les éléments économiques qu'il y aura, et y compris d'accompagner les élus sur si la base de données elle évolue, que les élus puissent s'appuyer sur une expertise nouvelle. Donc c'est aussi un nouveau droit, mais plus sur le dialogue social que pour les salariés directement. Avoir des représentants des salariés avec voix délibérative, on s'en est arrêté là, parce que ça touche au Code du travail, au Code du commerce. On a estimé qu'on n'avait pas la légitimité d'aller plus loin, et que ça c'était le débat parlementaire qui devait affiner cette question. C'était en dehors de nos prérogatives, voilà. Une négociation tous les 3 ans sur la politique sociale et sur les parcours professionnels, ça c'est un élément important qu'il faut associer à la base de données, puisque la base de données va donner des informations qu'on n'avait pas, et qui doit donner, et nous notre souci c'est de donner de la visibilité à 3 ans au moins aux salariés quant à leur emploi, évolution de métier, évolution technologique, mobilité, utilisation des contrats, et que ça va se négocier avec l'orientation du plan de formation, la GPEC, l'utilisation des contrats, chaque fois qu'on embauche, on peut discuter pourquoi un CDI, pourquoi un temps partiel, pourquoi un CDD, pourquoi un intérim. Aujourd'hui, c'est jamais discuté. Les contrats de génération qui sont repris dans cette négociation tous les 3 ans, et la mobilité potentielle, possible, technologique ou géographique, qui sera négociée. Et tout ça donnera lieu à un accord tous les 3 ans, et ça, c'est important. On a obtenu un meilleur encadrement des accords de maintien dans l'emploi, notamment sur le fait, je donnerai 2 exemples d'encadrement, sur le fait qu'on ne peut pas baisser les salaires, par exemple, en dessous d'1,2 fois le SMIC, parce que là, on estime qu'après, c'est plus possible de gagner sa vie correctement, mais aussi que quand ça va mieux, que le cap difficile est passé, eh ben, qu'il y a un retour à meilleure fortune. C'est-à-dire que ceux qui ont fait l'effort puissent avoir les fruits de leur effort. Voilà, et y compris que si au bout de 2 ans ça ne marche pas, on retrouve dans la procédure actuelle, et que dans la procédure actuelle, bien sûr, tout ce qui est indemnité et autres sont calculés sur le contrat existant, d'avant la dérogation, hein, s'il y a eu baisse de salaire par exemple. Possibilité de négocier ou d'homologuer les plans sociaux, je passe vite, mais ça c'est important aussi. Toutes ces flexibilités possibles, c'est sur accord majoritaire à 50%. Voilà, j'ai envie de dire pour finir que pour nous, influencer le comportement des entreprises en faveur de l'emploi, donner des signes dans ce niveau-là, avoir des nouveaux droits en période de crise, alors qu'il y a des pays aujourd'hui où le marché du travail égale moins 30% de salaire, etc. en Europe. C'était important. Pouvoir anticiper les mutations et pour assurer les salariés aux décisions, c'était important. Gagner en transparence et en visibilité, c'était important aussi. Et j'ai envie de dire, c'est que pour nous, c'est plus qu'un accord équilibré entre de l'éventuelle flexibilité et des droits des salariés. C'est un accord qui est au service de l'emploi, des entreprises et des salariés pour relever le défi de la performance et de sa compétitivité.
Monsieur Pierron, je passe la parole à Monsieur Touvenel pour compléter ce tour de table et ensuite on passera aux questions. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Je vais éviter de répéter ce qu'ont excellemment dit mes camarades signataires. Un élément de contexte. J'entends beaucoup de choses sur cet accord et beaucoup de choses totalement faux et inexactes. Et donc, pour apprécier cet accord, il faut l'apprécier en lisant les articles et les annexes. Point barre. Puisque, par exemple, j'ai relevé la déclaration d'un de vos anciens collègues, Tony Truant, qui publiquement nous dit « Cet accord a un contenu qui va aggraver d'une manière considérable les conditions d'existence des travailleurs dans les grandes entreprises, puisque dorénavant, n'importe quel grand patron peut changer la durée du travail hebdomadaire et la paye sans que les travailleurs en particulier puissent s'y opposer, même si ça modifie leur contrat de travail. » Alors je me suis dit « Qu'as-tu fait ?» Et puis comme j'ai un peu une petite connaissance du fait social, je me suis dit « Mais changer la durée du temps de travail ou la rémunération des salariés, est-ce qu'aujourd'hui, hier, unilatéralement, les employeurs ne pouvaient pas le faire? Est-ce que les gens de chez Bosch, il y a 3 ans, l'ont fantasmé? Est-ce que les gens de chez Conti l'ont fantasmé à Clairoy? Est-ce que ceux qui, en 2004, déjà, ont une mesure de baisse de rémunération unilatérale de l'employeur l'ont fantasmé? Non. Qu'est-ce que change l'accord? C'est que par rapport à une situation, il amène déjà un élément considérable. Plus de décision unilatérale de l'employeur. Accord signé par les organisations syndicales à 50%. Renforcement du droit syndical et du pouvoir syndical. Encadrement de la procédure, on vous l'a dit. Notamment quand vous regardez l'annexe, si l'accord n'est pas respecté, comme ça a été le cas à Continental Clairoy, clause pénale, sanctionnant l'entreprise. Alors certains ont visiblement mal lu, ont visiblement mal compris, et il faut s'attacher à ce qu'il y a dans ce texte. Et ce texte, très globalement, est favorable aux salariés. Alors il n'est pas favorable qu'aux salariés, il est favorable aux salariés, il est favorable aux entreprises, il est favorable à notre pays. En fait, ceux pour lesquels il est le moins favorable, c'est sans doute les actionnaires. Eh bien, peut-être que les actionnaires avaient pris trop de pouvoir ces dernières années et qu'il fallait un peu remettre les choses en place. D'où d'ailleurs l'arrivée des représentants des salariés dans les conseils d'administration et les conseils de surveillance, même si c'est uniquement pour les entreprises de plus de 5000, c'est pas suffisant. Mais demain, j'espère que ce sera 3000, 2000, on n'ira pas dans les plus petites, ça n'aurait pas de sens. Mais on a enclenché la mécanique. Et cet accord, c'est à la fois ce qu'il est et ce qui vous a été décrit, les nouveaux droits, mais c'est aussi une mécanique qui s'est mise en place et qu'il faut faire vivre. D'ailleurs, on voit que dans l'accord, sur certains points, on va continuer à approfondir dans les négociations. Et c'est surtout une mécanique qui apporte la co-responsabilité entre les employeurs et les salariés. Et ça, c'est essentiel. C'est une association entre la force de travail et la force de la direction et la force du capital. Au lieu de toujours se regarder en chien de faïence et de se renvoyer les choses à la figure, moi je note que quand on a commencé à négocier, il y avait 3 millions de chômeurs. Quand on a terminé, il y en avait plus de 100 000. Et bien, si on ne fait rien, on continue comme ça ne va faire que croître et embellir. Et ça, c'est désastreux. Et si vous prenez tout l'accord, eh bien, ce sont des points positifs, à quelques rares exceptions près, qui pour la plupart ont été vidés de leur contenu. J'attire votre attention sur une interprétation mauvaise, par exemple, sur ce qui est des prud'hommes. Au départ, le patronat voulait que toute condamnation prud'homale, il y ait un barème obligatoire et on passe par là, c'est terminé. En finale, il y a un barème indicatif uniquement pour la conciliation prud'homale. Et il est bien indicatif dans l'accord, puisque l'accord dit « les parties peuvent ». Et si le projet de loi a été très bien rédigé, il y a quelques petites erreurs qu'il faut corriger. Et par exemple, le projet de loi a tendance visiblement à considérer que ce barème est obligatoire. Il n'est pas obligatoire, il est indicatif. Le POV, il est sorti de ce stylo, donc je le connais bien. Et POV en français, ça veut dire ils peuvent concilier sur ce qui est indiqué ou non. Ils peuvent concilier sur ce montant ou en dessous ou au-dessus. Ils font comme ils veulent. Et s'ils ne concilient pas, on continue la procédure chronomale comme avant.
Et donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'articles qui sont restés parce que c'est une négociation, parce qu'on ne peut pas faire perdre la face aux partenaires, quels qu'ils soient. Et donc, quand ils ont des engagements en disant n'oublions jamais que cette négociation s'est faite avec une pré-campagne électorale au MEDEF et une pré-campagne électorale à la CGT. Ce qui fait que les positions des uns et des autres étaient peut-être influencées par ces congrès qui allaient venir. Ben, le MEDEF avait besoin de voir un article où, pour les prud'hommes, on mettait quand même un barème. Ben, ils l'ont, il est indicatif. Et voilà comment il faut lire l'accord, donc le lire réellement, voir ce qui est mis dans l'accord. Et ce que nous demandons aux législateurs, c'est de respecter ce qui est venu de cette maison d'ailleurs, qui était de dire que quand il y a un problème qui touche les partenaires sociaux, ben c'est prioritairement aux partenaires sociaux d'en être saisis. S'ils arrivent à être d'accord, eh bien le législateur considérera que les corps intermédiaires c'est bien. C'est ce qu'on n'a pas connu sous d'autres gouvernements. Vous disait que les corps intermédiaires, vous pouvez chanter, jouer du pipeau, aller manifester dans les rues, apporter des dossiers gros comme ça. De toute façon, moi je sais tout, je décide de tout et je ne vous écoute pas. Là, les choses changent. On lui dit partenaires sociaux, si vous prenez vos responsabilités, ben on va en tenir compte, on va regarder, on va préciser, parce que cet accord n'a pas été écrit non plus par des juristes comme vous l'êtes par des législateurs, et donc il y a des points qu'il faut préciser, éclairer, ça c'est normal. Mais il ne faut surtout pas le dénaturer, parce que ce serait un très très mauvais signe qui bloquerait les choses pour les futurs accords, et ça serait dire aux partenaires sociaux, vous ne servez à rien. Mais je crois que les partenaires sociaux ont quand même une utilité dans ce pays, en tout cas celle ici par ces trois organisations, de représenter majoritairement les salariés. Maintenant les chiffres sont incontestables. Et donc quand il y a une majorité de représentants des salariés qui, avec une majorité de représentants des employeurs, se mettent d'accord sur quelque chose, je pense que c'est un signe important qui mérite d'être respecté. Monsieur Touvenel, je vais laisser la parole tout de suite au rapporteur pour une première série de questions. Merci, Madame la Présidente. Madame, Messieurs, j'ai quelques scrupules à revenir sur les questions que j'avais préparées. D'abord parce qu'il me semble que pour une très large part, dans votre présentation, vous y avez répondu. Néanmoins, je me permettrai d'insister sur un ou deux points. Néanmoins, avant, je voudrais souligner que ce tour de table et devant mes collègues a été très intéressant. Il faut remercier la présidente de la Commission des affaires sociales d'en avoir pris l'initiative, car il a permis de mettre en évidence, premier point, que vous vous retrouviez pour l'essentiel sur la traduction du projet de loi tel qu'il avait été élaboré. Deuxièmement, très clairement, et vous l'avez indiqué chacun en insistant plutôt sur tel ou tel volet, vous avez souligné que cet accord et ce projet de loi qui en résultait était porteur de droits nouveaux pour les salariés. En particulier, vous avez tout d'abord insisté sur le fait que ce texte, il était porteur de droits nouveaux à la fois de nature individuelle mais aussi collectif pour les salariés, en insistant sur quelques aspects que je voudrais juste rappeler: l'accès à la complémentaire santé, la création du compte personnel de formation et d'autres éléments comme le droit à la mobilité sécurisée. Bref, je ne vais pas reprendre l'intégralité de vos propos. Le deuxième élément que je voudrais souligner pour vérifier que, effectivement, il fait consensus entre vous, c'est qu'il porte, avez-vous dit, un progrès dans la lutte contre la précarité dans l'emploi et dans l'accès à l'emploi. Un exemple, les droits rechargeables à l'assurance chômage, mais aussi, ce qu'a indiqué la CFDT, la hausse des cotisations pour les contrats courts, en indiquant que c'était un signe, mais qui avait vocation précisément à privilégier les CDI. Troisième élément que je voudrais souligner, et qui là aussi vous rassemble, c'est l'anticipation négociée des mutations économiques que permet cet accord. Et notamment, je pense en particulier à l'importance qu'il redonne à la GPEC, cela a été dit, la refonte du dispositif de chômage partiel, et surtout, c'est, me semble-t-il, l'élément pivot de cet accord, la création des accords de maintien dans l'emploi. Et enfin, le dernier point,
Vous avez rappelé et vous étiez réunis sur ce point, que cet accord encadrait les licenciements économiques avec une modification des procédures, et moi je souhaiterais qu'on y revienne néanmoins pour clarifier le débat, avec une modification profonde des procédures applicables au PSE, au plan de sauvegarde dans l'emploi, pour bien nous assurer ensemble que nous sommes là sur des éléments de progrès. C'est la raison pour laquelle, néanmoins, je reviendrai sur quelques-unes de mes questions. Je considère globalement que sur la question 1, que je vous avais préparée, le rôle confié aux délégués syndicaux dans l'entreprise et aux IRP, vous y avez les uns et les autres répondu. Néanmoins, je sais que c'est une des questions qui préoccupe beaucoup de mes collègues et il n'y a pas d'inconvénient à y revenir. Il me semble aussi que, et c'est la CFDT qui a insisté sur ce point, les mesures visant à limiter les CDD courts, vous avez rappelé que c'était un premier pas, un signe qui était donné, et vous nous direz si, à votre point de vue, à ce stade, on peut en dire davantage. Troisième question, c'est sur, je l'évoquais à l'instant, parce que c'est central, et on entend souvent cette question, les futurs accords de maintien dans l'emploi, vous paraissent-ils protecteurs pour les salariés? Vous y avez répondu au titre de la CFTC, mais véritablement, ce qu'on entend aussi, c'est que finalement, il n'y a rien de bien nouveau et que c'est plutôt inscrire dans le Code du travail un élément de régression pour les salariés. Je crois qu'il faut qu'on aille au bout de ce point-là pour nous assurer en effet que nous sommes sur un élément de progrès, ce que pour ma part je crois. La cinquième question, c'est, là elle est un peu plus technique. Vous l'avez évoqué, Monsieur Touvenel, c'est sur la question du contentieux prud'homal. Je pense que là-dessus, effectivement, vous avez rappelé que le barème n'était qu'indicatif, mais l'ambition de ce texte, me semble-t-il, et je voudrais qu'on insiste sur le sens, l'ambition de ce texte, c'est de développer la conciliation, le recours à la conciliation. Pensez-vous vraiment que ces dispositions permettront un recours effectif à la conciliation? Et j'aimerais bien, alors aussi, vous ne l'avez pas trop évoqué, sauf par allusion, sur la question des délais de prescription, parce que c'est une question qui revient souvent comme un élément de régression dans le droit des salariés. Et enfin, dernier point, en m'excusant d'avoir été peut-être un peu long, dernier point, avez-vous eu connaissance des amendements qui ont été adoptés par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, qui au demeurant sont en nombre et à mon point de vue, de portée limitée? Est-ce que vous avez un élément d'appréciation sur ces amendements? Nous serions très, très, très curieux de vous entendre là-dessus, si c'est possible. Très bien. Je recommence dans le même ordre, peut-être, si vous voulez répondre. Madame Leflon ou Monsieur Boissard. L'appréciation sur le rôle confié aux délégués syndicaux dans l'entreprise. Écoutez, pour nous, on souhaite qu'elle soit élargie le plus largement possible. Ce qui veut dire qu'à chaque partie de l'accord dans laquelle on est concerné, que ce soit sur la consultation de la base de données, que ce soit aussi et beaucoup sur la phase de consultation unique du CHSCT, qui est prévue à un moment donné de l'accord. On souhaite notamment sur ce CHSCT qu'il intègre tous les CHSCT locaux, parce que dans les cas de restructuration, il est hors de question de laisser sur la route une problématique d'un endroit, d'un lieu, d'un site qui n'était pas vu en amont dans la consultation. Alors, il y a des délais préfixes fixés pour ces consultations. Il faut être vigilant. Il y a une hiérarchie en fonction du nombre de salariés de ces projets. Il faut être vigilant pour
que ça tienne bien dans ce cadre. Voilà, c'est-à-dire 2 mois, 3 mois. Bon. Pour nous, c'est essentiellement ces points-là qui sont importants, c'est-à-dire ne pas oublier, voire peut-être intégrer les RS éventuellement. Sur la question 2, écoutez, moi je vais reprendre ce qu'a dit Patrick, en tout cas sur lequel on était tous les trois sur la même longueur d'onde dans les négociations, parce que effectivement un accord comme celui-là ne passe pas sans un échange entre les uns et les autres pour confronter nos points de vue. C'est une manière d'enclencher un regard et d'essayer de stopper cette hémorragie de création de CDD. On ne peut pas continuer à créer. Sur les embauches, 90% des embauches sont faites sur des contrats courts. Alors, un contrat court, quand on réfléchit à la pertinence de son motif, je ne parle pas des excès d'activité, mais il est utilisé à toutes les sauces. Alors, peut-être qu'il y a des dérives parce que le salarié lui-même préfère avoir sa prime de précarité, celui qui est assez mobile professionnellement, mais tous les salariés ne sont pas mobiles professionnellement. C'est pas vrai. Donc accompagner sur des contrats plus longs en créant des périodes d'assimilation, des périodes d'intégration dans les entreprises, ce serait plus intelligent. Donc c'est un premier pas. Voilà. Durée, vous mettez derrière CDD court et CDD plus long. Écoutez, l'accord, il ne taxe que les contrats d'1 mois et de 3 mois. Ça nous semble bien. Parce que 6 mois peut déjà être une expérience professionnelle correcte. C'est un emploi durable, voilà. 6 mois. C'est la notion d'emploi durable. Hein. Donc, ah oui, ça n'est pas l'intérim, c'est uniquement CDD. Et même la hiérarchie sur les CDD d'usage, le taux est plus bas parce qu'il y a des grandes pratiques de branche professionnelle dont il faut respecter les pratiques de branche. Parce que dans cet accord, on en parle au premier niveau interprofessionnel, mais sur beaucoup de sujets comme le temps partiel, il est reporté aux branches parce que seules les branches maîtrisent les caractéristiques. Il y a une étude d'impact pour savoir combien ça va représenter de salariés en CDD par rapport à l'intérim, par exemple. Est-ce qu'il y a une étude d'impact pour nous dire combien de salariés sont concernés? On les a en tête. Moi, je les ai plus là, mais on les a en tête. Hein. Et en tout cas, a fait une étude. Et en tout cas, en coût, je pense que ça fait une rentrée de 750 millions, 1 milliard dans les caisses de l'UNEDIC. Et en nombre, c'est extrêmement difficile parce que la COS a du mal à suivre, parce qu'il faut extraire les CDD de remplacement pour les congés maternité, les CDD de hausse d'activité. Donc les motifs pertinents sont très difficiles à suivre après techniquement par l'UNEDIC. Il y a un effet comportemental qu'on peut pas... Oui, c'est l'effet comportemental sur lequel on a plus joué. Et puis on a de toute façon prévu de faire des points réguliers de suivi de cet accord, les partenaires sociaux. Donc on pourra toujours influer, changer ou modifier. Alors, le contenu des futurs accords de maintien de l'emploi, pour nous, oui. Pour la CFE-CGC, il est protecteur. Il est protecteur pourquoi ? Joseph l'a dit, l'histoire ne nous a pas attendu. Les accords dits de compétitivité, ils existaient et ils existent toujours. Dans un cas, on prend sur l'épargne salariale, dans un autre, on prend sur les comptes épargne-temps. Dans le dernier, chez Michelin, c'est des jours de rattrapage. Bon. Donc, de toute façon, ça existait, sauf que c'était sans normativité. Et dans des situations où les salariés sont forcément incités à accepter les propositions de l'employeur parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Et donc les sécurités que l'on a mises et qui ont même été renforcées par la transcription, puisque on a renforcé le fait de pouvoir faire du chômage partiel en même temps que les accords de maintien de l'emploi,
le taux minimum qui a été évoqué de 1,2 SMIC, les mesures pénales si ça n'est pas respecté, tout ça, ce sont des garanties quand même importantes. Voilà. Et c'est aussi pour ça que sur la mention, nous, la CFE-CGC, de l'accord majoritaire, où il était écrit au moins 50%, on avait suggéré que ce soit plutôt écrit plus de 50% pour être bien sûr que ce soit un accord majoritaire. Un accord majoritaire dans une entreprise, c'est pas neutre. Ça veut dire qu'il y a énormément de discussions entre les partenaires sociaux d'obédiences différentes. Hein. Et donc, il y a quand même des non-signataires de l'accord interprofessionnel qui signent des accords, qui ont signé un accord la semaine dernière chez Renault, et qui n'ont pas signé l'accord interprofessionnel. Ce qui veut dire que la réalité de l'entreprise est quand même très importante. Puis, ce retour, la clause de bonne fortune, il est quand même avec un facteur très important. Les propositions initiales des accords et de nombreux accords qui ont été signés avant reposaient, en cas de refus du salarié, sur un refus sui generis. Si le salarié ne pouvait pas, pour des raisons financières ou personnelles, assumer ce changement temporaire que nous avons fixé sur 2 ans d'ailleurs de contrat, il était licencié. À l'heure actuelle, il est licencié pour motif économique. C'est quand même pas neutre, ce qui veut dire qu'on peut travailler sur toutes les garanties à donner, de reclassement, de CSP, de toutes ces choses-là. Et puis, au final, si jamais l'accord de compétitivité n'a pas marché, s'il doit être indemnisé d'assurance chômage, il l'est sur ses droits et ses ressources antérieures. Tout ça, pour nous, sont des protections assez importantes. Voilà. Sur les questions, rapidement, 4 et... oui, 4, oui, les PSE. Ben, le contenu des PSE, pour nous, s'il est vu par accord collectif, il sera bien pensé, bien adapté, et puis les mesures d'accompagnement seront renforcées pour nous en amont afin qu'ils soient validés lors de la consultation. Et sinon, l'homologation, eh bien, pour la CFE-CGC, on est très attaché à ce que cette homologation, elle porte sur le contenu des mesures qui sont mises par rapport aux moyens de l'entreprise aussi. Je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue certaines situations difficiles de PSE et puis d'autres situations où les entreprises ont d'autres moyens quand on regarde le bilan. Voilà. Et puis, alors, le contentieux, le dernier point sur les dispositions sur le contentieux prud'homal. Alors, Joseph l'a exprimé beaucoup mieux que moi et de manière plus théâtrale, mais c'est tout à fait vrai. C'était le seul moyen que nous, les partenaires sociaux de salariés, nous avions de contrepartie face au projet initial du MEDEF, et je pense qu'il faut quand même s'y référer, puisque le titre 5 du premier projet du MEDEF était extrêmement libératoire, voire insupportable, puisqu'il voulait faire prévaloir le fond sur la forme, il voulait créer des blocs de compétences, il voulait changer le motif de l'ordre des licenciements. On a obtenu quand même que le critère des compétences ne devienne pas le seul et unique critère en cas de licenciement, ce qui est quand même pas neutre. On a obtenu que la transaction avec le montant des pénalités ne soit qu'à titre indicatif. Donc ce sont quand même un adoucissement de ce texte. Et enfin, sur les délais de prescription que vous avez posé et qui était aussi un point très difficile pour la CFE-CGC de réduire ce délai de 5 ans. On avait une première proposition qui était de 1 an. C'était compliqué d'imaginer qu'en 1 an, il fallait se décider très vite, d'autant plus que pour l'encadrement, qui sont souvent des cadres au forfait, on ne retrouve les heures supplémentaires ou les heures excessives qu'en refaisant des calculs, et c'était assez loin. Simplement, quand il a fallu trouver un mi-chemin, parce qu'une négociation, c'est de trouver le mi-chemin entre les deux, nous, on a regardé les statistiques. Et 80 à 90% des procédures sont entamées dans les 2 premières années. Donc,
On a suggéré de séparer les motifs et de trouver une durée qui est de 2 ans au final sur les motifs de rupture du contrat, et on a obtenu 3 ans sur ce qui concerne les salaires et les accessoires. Voilà. Mais c'est le fruit d'une négociation, et ça faisait une contrepartie des droits sur lesquels on a négocié. Voilà pour la CFE-CGC. Le rapporteur veut rajouter une petite question. Oui, juste une petite observation parmi les réflexions que vous venez de présenter. Sauf erreur de ma part, je voudrais vous informer et en faire profiter l'ensemble de l'Assemblée que lorsque vous souhaitez un élargissement de la base de données aux délégués du personnel, lorsque aussi vous souhaitez que, en particulier, les CHCT locaux soient plus impliqués dans le dispositif de concertation, je crois que mon collègue à l'Assemblée a présenté 2 amendements dans ce sens. Absolument. Vous devez en avoir connaissance. Oui, absolument. Ce Donc qui vous nous les satisfait approuvez totalement. Absolument. J'ai bien, voilà, très bien. Merci. On continue le tour de table. Et puis après, si on veut que mes collègues puissent poser un peu des questions. Je vais essayer de faire plus court et de répondre brièvement, parce qu'on y a un parti répondu et je ne vais pas redire. Je pense que l'enjeu, à travers cet accord, de replacer le dialogue social au cœur, comme un élément central de la confiance qu'il peut y avoir entre les salariés et les employeurs quant à l'avenir qu'ils ont à dessiner ensemble. C'est ça un peu l'enjeu. C'est que tout ce qui est avenir, visibilité, flexibilité, négociation de normes sociales, ça doit se faire par la négociation et par l'accord majoritaire. Alors là, ça va plus loin que la loi, parce que l'accord majoritaire, dans tout ce qui est flexibilité, va à 50%. La loi sur la représentativité prévoit qu'un accord majoritaire est majoritaire à partir de 30% de représentants des salariés. Donc là, on a voulu, en plus, bien sécuriser le fait que, pour tout ce qui est PSE et plan de sauvegarde de l'emploi, si on veut alléger des procédures et autres, il faut un accord à 50%. Si on veut un accord de maintien dans l'emploi, il faut un accord de 50%. Je tiens à préciser aussi, dans ce cadre-là, qui est l'enjeu de placer le dialogue social au cœur, et de recréer de la confiance entre les employeurs et les salariés, c'est que dans le maintien dans l'emploi qui est posé là, est-ce que les engagements pris favorisent la sécurité des salariés? J'ai envie de dire, déjà l'accord il est prévu que pour 2 ans maximum. Il doit être prévu que si c'est un problème conjoncturel, c'est-à-dire qu'il y a possibilité de recourir à une nouvelle expertise pour vérifier le diagnostic, c'est essentiel. Si le diagnostic n'est pas partagé, il n'y aura pas d'accord, de toute façon. Donc la question du diagnostic et de la base qui ouvre la négociation, donc la base de ce qui fait qu'on est d'accord sur le constat, est essentielle. Et c'est 2 ans maximum. Et qu'en plus, le salarié est sollicité 2 fois pour donner son avis. Il est sollicité une fois sur le projet d'accord, et donc qui donne lieu à un accord majoritaire où un salarié sur 2, plus d'un salarié sur 2 doit dire oui pour qu'il se mette en œuvre, et après il est sollicité s'il est concerné par la dérogation à son contrat de travail, où il peut dire oui et non, sur la possibilité. Il est sollicité 2 fois. Ça c'est important de le dire, comme c'est important de dire aussi qu'en fin de compte, les accords de maintien de l'emploi, c'est un outil de plus dans la boîte à outils, alors je sais que ce n'est pas le bon terme en ce moment, mais pour les entreprises. Pour les entreprises. C'est-à-dire que ça, je ne vais pas ouvrir, c'est-à-dire que ça vient et ça se conjugue avec les autres dispositifs. Donc ça se conjugue avec le chômage partiel, mais ça ne répond pas aux mêmes choses. Et donc à nouveau, le diagnostic est important. Un accord de maintien dans l'emploi, il vise à passer un cap difficile sans viser une baisse d'activité. Au contraire, il faut relancer l'activité parce qu'on veut relancer les parts de marché. C'est le cas des bateaux là dans le nord, Brittany Ferries. Et là, il faut relancer. Donc il y a un accord de maintien dans l'emploi. Alors que le chômage partiel, c'est une baisse d'activité qu'il faut gérer. Donc on voit bien que l'idée que l'on a à travers cet accord, et à travers la simplification du chômage partiel, c'est de dire, voilà, patrons et syndicats d'une entreprise, vous avez une difficulté, on vous met un outil en place, mais on l'encadre
pour que, comme l'a dit Joseph, donc je ne reviendrai pas dessus, que le salarié, et s'il a des garanties par rapport aux efforts qu'il fait, il soit sûr que les garanties soient respectées. Et à ce titre, c'est vrai que des accords, on a fait la liste, nous, globalement, il y en a déjà bon nombre. Des accords signés par toutes les organisations syndicales, pas en même temps, hein, il y a des accords signés, mais toutes les organisations syndicales ont déjà signé des accords de maintien dans l'emploi. La seule différence qu'il y a maintenant avec notre encadrement, c'est qu'on peut aller en justice si ce n'est pas respecté, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Et on était souvent le bec dans l'eau. Donc c'est une question de pratique syndicale, mais de pratique managériale, de transparence, de diagnostic, de confiance et d'engagement et de responsabilité. Et c'est vers ça qu'on voulait aller sur cet accord. Sur la taxation des contrats courts, je ne vous ai pas répondu, Madame sénatrice, parce qu'on a eu un doute. En gros, en 2011, on a 19 millions de CDD qui ont été passés dans ce pays. 19 millions, c'est énorme. Sur ces 19 millions, il y en a 17 de moins de 3 mois. C'est pour ça qu'on dit la règle, c'est l'embauche et qu'il fallait faire quelque chose. C'est la base qui nous a servi à négocier. Et là où j'ai un doute, et c'était la discussion que j'avais, parce que moi j'avais le fait qu'il y a, c'est hors contrat de remplacement. Et on n'a pas les statistiques aujourd'hui, ni avec comment c'est la structure qui donne les statistiques, la DARES, par exemple, sur lesquelles on s'est appuyé. On n'a pas les statistiques sur les CDD d'ordre de remplacement, mais qui sont inévitables, et les CDD d'embauche d'une semaine, d'un mois et moins de 3 mois. Alors, on sait que ça explose globalement, mais on n'a pas le détail après par sous-rubrique, et on a demandé justement à la DARES de voir si par la suite, on ne pouvait pas affiner cela. C'est pour ça que je ne peux pas répondre sur le truc, mais le volume, c'est 19 millions, 17 millions de moins de 3 mois. Voilà, donc ça montre quand même l'ampleur des contrats courts dans ce pays, et c'est pour ça qu'il fallait une mesure plus que symbolique pour dire ça ne peut pas être la règle. Ça ne peut pas être la règle avec autant de chômeurs dans ce pays. Ce qu'on n'a pas souligné, mais qui est important, c'est qu'à côté de la taxation des contrats courts, on favorise le CDI pour les jeunes de moins de 26 ans, qui est un élément important dans la discussion et qui a été un des éléments qui donne aussi un signe. Et on dit aux employeurs, si vous voulez pas avoir cette taxation ou avoir des exonérations sociales en plus, ou qui neutralisent cette taxation, eh bien transformez les CDD pour les jeunes de moins de 26 ans en CDI. Et là, c'est une opération neutre et nous, ça va dans le sens de l'emploi. Tout ce qu'on a voulu faire, c'est dans le sens de l'emploi. L'intérim est sorti. On a eu un débat là-dessus. Et on s'est dit qu'en fin de compte, une boîte d'intérim, c'est une boîte où il y a un employeur qui utilise des gens et qui leur propose des contrats intérim. Donc on les a considérés comme une entreprise à part entière et on n'a pas considéré l'entreprise qui est demandeuse du service dans les taxations des contrats courts, parce qu'on pense que de toute façon l'intérim est nécessaire, ce n'est pas la question. C'est le fait qu'il faut sécuriser les salariés qui sont en intérim, y compris entre deux contrats. Parce qu'entre deux contrats, ils n'ont pas le droit, ils sont le bec dans l'eau. Et donc, l'idée, et ça a commencé, c'est de négocier le parcours des intérimaires, et c'est de négocier le CDI intérimaire, et c'est de négocier les périodes, y compris de formation, entre deux contrats qui leur assurent une rémunération. Voilà, c'est ça l'idée. Et c'est pour ça qu'on a considéré dans l'accord l'intérim et les patrons de l'intérim comme des patrons d'une entreprise comme une autre. Et donc, à ce titre-là, on les a sortis, bien sûr, de la taxation des contrats courts, utilisatrices des contrats courts, puisqu'on essaye de... Et donc, on a une revoyure, oui, dans 6 mois, et si l'accord ou la négociation n'aboutit pas à un accord dans cette branche intérim. Je rappelle que ça faisait 10 ans qu'ils essayaient d'ouvrir cette négociation, qu'ils n'y arrivaient pas. Dans la branche intérim, qui est dans la Fédération des services pour nous, commerce et services. Grâce à l'accord interpro, ils l'ont ouvert. Il faut espérer maintenant que, et c'est leur intérêt de tous, il faut espérer qu'ils améliorent les parcours professionnels, la sécurisation des parcours professionnels des intérimaires. Je regarde, mais je crois que c'est en complément de ce qui a été dit. Alors, les amendements à l'Assemblée nationale, nous, de la Commission des affaires sociales, on est très contents. On pense que ça va dans le bon sens. On a eu, et on souhaite l'avoir aussi avec vous, on a eu une bonne articulation, et avec le rapporteur de la loi,
et avec le gouvernement et les députés. On a fait tous les groupes parlementaires, où on a expliqué notre démarche, comme on le fait devant vous. On a vu tous les groupes parlementaires en amont de l'ouverture de la commission des affaires sociales. On a eu des rapports réguliers avec le rapporteur de la loi. On a eu des rapports, bien sûr, avec le cabinet et le ministre Sapin sur la compréhension des articles, parce que c'est pas évident de traduire un accord écrit littéralement à un projet de loi avec une écriture juridique. Et on a vu toute la complexité et qu'il y a bon nombre de zones d'ombre juridiques à compléter dans l'accord. Et je trouve qu'on en est à une phase où on est en train de démontrer, et votre travail le complétera, que la démocratie sociale, ou au moins le dialogue social, peut se conjuguer avec la démocratie politique et que ça peut se faire sans autocensure, mais dans une complémentarité bien pensée pour favoriser l'emploi et les parcours des salariés. Voilà. Monsieur Touvenel, pour compléter. Oui. Après, oui, merci, Madame la Présidente. Oui. Je vais pas reprendre. Donc le premier point, je crois que DP, la première question, Monsieur le rapporteur, c'était répondu. CDD, juste ajouter une chose, la mécanique, on a dit que c'était un accord qui devait vivre, la mécanique qu'on a mis en place, c'est de renchérir les contrats qui sont des contrats de précarité, qui ne sont pas de précarité, j'allais dire de bon sens. On ne cherche pas à renchérir le CDD qui est de remplacement d'un congé maternité, d'absence pour maladie. On ne cherche pas à renchérir, et ce n'est pas dans le texte, les CDD pour les vendanges. On cherche à mettre en place une mécanique qui renchérit le coût de l'abus de la précarité. Et dans le même temps, ça a été dit, on abaisse les charges, notamment pour l'embauche des jeunes de moins de 26 ans directement en CDI. Alors certains disent, ah bah oui, mais ce que vous faites payer en plus à l'entreprise là, vous leur faites un cadeau de l'autre côté. Personnellement, je m'en moque complètement. Mon but dans la vie, c'est pas de renchérir le coût du travail. Mon but là, c'est de faire que, notamment pour les jeunes, ils aient un accès dans le marché du travail direct en CDI, parce que s'ils veulent un logement, s'ils veulent vivre correctement, s'ils vont voir leur banquier, mieux vaut avoir un CDI qu'un CDD. C'est cette mécanique-là qu'on met en place. Alors peut-être que ce n'est pas parfait. Mais moi, je n'ai pas la prétention d'arriver tout de suite à la perfection. Mais j'essaye d'y tendre. Sur le problème qui a été posé, est-ce qu'on ne va pas inscrire dans le Code du travail un élément de régression, notamment pour les accords de maintien de l'emploi? C'est une vraie question. Mais si on n'inscrivait rien dans le Code du travail, mais ça serait le bonheur des ultralibéraux, c'est tout ce qu'ils souhaitent. Surtout, ne touchez pas, n'inscrivez rien, laissez-nous faire. On fait. On fait depuis des années, on va continuer à faire. Si on inscrit quelque chose, si on met des règles et des normes, si on encadre, comme ça a été dit, on sécurise pour les salariés, eh bien, nous, c'est tout ce que nous souhaitons. Évidemment, ça sera dans des cas difficiles parce qu'on se retrousse les manches et on dit, au moins à 3 organisations ici présentes, on prend nos responsabilités. Et oui, c'est dans les cas où ça va mal. C'est dans les cas où l'emploi est en cause. C'est dans les cas où l'entreprise peut fermer. Et on dit avec un accord de ce type, pouvoir aux organisations syndicales de le signer ou pas. Et je suis un peu étonné que certaines organisations légèrement plus importantes que la mienne aient si peu confiance dans leurs délégués syndicaux qu'ils ne veulent pas donner le pouvoir d'avoir une meilleure information et de prendre leurs responsabilités pour sauver leur emploi. Et si c'est fait, pendant la durée de l'accord, pas de licenciement pour cause économique. Et le pari qu'on fait, c'est que les choses se redresseront. Si ça marche, comme chez Potelin Hydraulique, eh bien tant mieux, parce qu'aujourd'hui, les salariés de Potelin Hydraulique, ils sont très contents d'avoir fait des efforts pendant quelques mois, parce qu'ils ont toujours leur boulot et ils gagnent plus qu'avant. Et si ça ne marche pas, les salariés n'ont rien perdu, puisque tout est calculé comme si rien n'avait été en baisse. Et au contraire, si ça marche, ils ont un retour à meilleure fortune qui les fait participer à la bonne marche de l'entreprise. Alors peut-être qu'on aurait pu mieux faire. Eh bien, il est regrettable que ceux qui ont la possibilité, qui auraient eu la possibilité d'améliorer les choses, n'ont pas apporté leur baguette magique pour le mettre dans le texte. Donc ce texte est bien meilleur que l'état actuel. Et c'est comme ça qu'il faut voir tout l'accord. Point par point, est-ce que par rapport à la situation actuelle, quand ce texte sera en application, ça sera mieux ou ça sera moins bien? Ben, sur ce point-là, à mon sens, c'est indéniable. Pour les PSE, c'est pareil. Inscrire dans un texte que pour un plan social, aujourd'hui, on consulte, et on prend l'avis du comité d'entreprise, etc. Demain, il y aura toujours cette consultation et cet avis, mais en plus, les organisations syndicales pourront signer. C'est-à-dire qu'elles pourront dire, oui,
on nous a apporté tous les éléments sur les conditions, les raisons économiques qui font qu'il y a un plan social. Donc c'est apporter du pouvoir aux organisations syndicales. Et si ce n'est pas la voie choisie, c'est la voie de l'homologation. C'est-à-dire qu'on demande à l'administration de se pencher sur le problème. Mais j'entends des gens qui, depuis des années, peut-être à juste titre, nous réclament le retour de l'autorisation administrative de licenciement. Ce n'est pas exactement ça, mais c'est quand même un pas vers ça. Et donc ça sécurise par rapport à aujourd'hui. Sauf si on n'a aucune confiance dans l'administration, et sauf si on n'a aucune confiance dans les organisations syndicales. C'est, me semble-t-il, un autre débat. Sur la question que vous avez posée, monsieur le rapporteur, sur la prescription, mais vous avez raison, très clairement, c'est une régression. C'est une régression qui était voulue par le patronat, qui, à mon sens, est totalement stupide, parce que quand je dois du salaire à quelqu'un, il est normal de lui verser, même si l'élément de salaire, parce que la personne ne connaissait pas sa convention collective, s'en rend compte 7 ans après, ben ça serait normal de lui verser. Là, on descend les délais, mais il fallait bien apporter des contreparties. Fût-elle stupide, parce que comment ça se passe dans la réalité? Allez, je dois 10 ans de salaire. Demain, on va me dire, ah ben non, vous allez pouvoir les réclamer pendant 3 ans. Eh bien, je réclame 3 ans de salaire. Et les 7 ans qui manquent, je les réclame en dommages et intérêts. Et généralement, le juge les accorde. Mais c'est une régression, j'en suis d'accord. Voilà, maintenant, je serais heureux de répondre, si je le puis, aux questions qui pourraient être posées. Alors, j'ai déjà quelques inscrits. Je voulais simplement peut-être, au vu de l'enthousiasme de nos personnes auditées, rappeler qu'en 2005, il y a un texte qui a été adopté qui inverse la hiérarchie des normes. Et ce qui est aujourd'hui dans le Code du travail n'est pas forcément ce qui est dans les entreprises, puisqu'un accord d'entreprise peut être moins bon qu'un accord de branche. Donc tout ce que vous nous avez dit là, c'est à condition évidemment que les accords d'entreprise le reprennent, ce qui n'est pas gagné d'avance, même si, Monsieur Touvenel, croyez-moi, je fais confiance aux organisations syndicales pour défendre les salariés dans l'entreprise. Mais enfin, il me semblait que c'était important de rappeler ce fait-là, parce que il me semble, pour ma part, que non seulement il y a une hiérarchie des normes qui a été introduite il y a déjà quelques années, mais qu'avec ce texte, on va encore un peu plus loin dans l'inversion de la hiérarchie des normes, puisque voilà. Donc je pense qu'il faut quand même voir ça sous l'aune complet du Code du travail et des textes qui régissent le droit du travail aujourd'hui. Par ailleurs, d'autres ANI ont déjà été signés par le passé. Certains ont été retranscrits de manière assez fidèle, d'autres bien moins. Donc voilà, c'est aussi le travail du législateur ensuite de donner son avis et son point de vue sur les textes qui lui viennent. Vous disiez tout à l'heure à quoi serviraient les organisations syndicales si on ne les écoutait pas, mais alors à quoi servirions-nous si nous ne pouvions pas faire notre travail de législateur? Donc il me semble aussi important quand même de prendre en considération et le dialogue social, et il me semble qu'à la Commission des affaires sociales, on s'évertue de le faire, puisque je vous rappelais tout à l'heure ce règlement qui fait que nous auditionnons, et je le fais systématiquement. On n'a pas eu beaucoup de textes, mais on en a eu quelques-uns. Nous consultons en tout cas les organisations syndicales sur toutes les propositions de loi qui touchent au droit du travail. Donc le dialogue social, pour moi, est important. D'ailleurs, si on peut l'inscrire dans la Constitution, je n'y verrai que du positif, à condition toutefois que le dialogue social soit véritablement représentatif et qu'il ne soit pas, je veux dire, empreint d'une certaine, parfois, d'une certaine toute-puissance d'une organisation qui n'est pas ici aujourd'hui, que l'on reverra demain, mais qui parfois m'inquiète un peu dans le résultat qu'on peut obtenir. Moi, je suis effectivement favorable au dialogue social, au fait qu'il soit dans la Constitution et au fait que les unes et les uns, nous soyons entendus de bonne manière. Voilà, je voulais rajouter ces quelques petits mots à Monsieur le rapporteur. Alors, il y a Monsieur Tolade, Madame Procaccia, Monsieur Van Lerenberg, Monsieur Lemaine, Monsieur Barbier pour le moment. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Monsieur Tolade, le premier. Oui, naturellement, nous considérons tous que tout ce qui peut favoriser le dialogue et la démocratie sociale, nous devons, même si elle n'est pas parfaite, la regarder dans son progrès. Moi, je veux simplement une question. La couverture complémentaire, c'est un progrès incontestable, la couverture complémentaire obligatoire pour tous les salariés. Mais est-ce que
par hasard ont pu être évoquées lors des discussions la mise en place de cette couverture complémentaire par certaines compagnies d'assurance qui, parce que ça va quand même, la prise en charge de 50% par le patronat, ça va coûter une certaine somme. La prise en charge de cette couverture complémentaire en introduisant ce qu'on a appelé le bonus-malus, c'est-à-dire certaines compagnies d'assurance introduisent la couverture complémentaire et le coût de cette couverture est fonction du temps de maladie des salariés. Autrement dit, si vous êtes malade, on augmente la cotisation de la couverture complémentaire et si vous n'êtes pas malade, on la diminue. Ce qui veut dire que c'est une remise en cause totale du principe de solidarité entre les bien portants et ceux qui n'ont pas la chance de l'être. Première question. Et deuxième question, cette couverture complémentaire, comment s'étendra-t-elle au moment de la cessation d'activité ? Je vous propose qu'on prenne toutes les questions. C'est ensuite, donc, Madame Procaccia. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, je vais poursuivre sur la complémentaire maladie. Simplement une question. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui permettront aux entreprises et aux salariés de se rendre compte si la nouvelle couverture maladie est moins intéressante que l'assurance maladie complémentaire qu'ils pouvaient avoir individuellement? Pourquoi avoir fait ce choix d'un accord? Pourquoi ne pas laisser le choix aux salariés de dire je garde ma complémentaire maladie qui me convient, mais mon entreprise m'en paie une partie à hauteur de la partie que l'entreprise va mettre pour couvrir d'autres salariés. Ma deuxième question porte sur transposition de l'ANI. Annie David l'a un peu évoqué. Moi, je voudrais savoir quelle serait votre attitude si la transposition que nous allons voter s'éloigne d'assez loin de l'accord que vous avez tous les trois signé. Et dernière question rapide. Les chiffres sont impressionnants. 17 millions de CDD de moins de 3 mois pour 19 millions de CDD par an. Pourquoi n'avez-vous pas décidé de supprimer le CDD dans le droit du travail? Merci. Monsieur Van Arenberg. Merci, Madame la Présidente. Bon, moi, je me réjouis de cette belle unanimité de la part des organisations syndicales signataires. Ça ne m'étonne pas, évidemment, mais je m'en réjouis parce que, ici même, je me souviens d'une réunion à l'initiative du président Larcher à l'époque, qui se rappelait que le ministre du Travail qu'il avait été avait souhaité amplifier, élargir, développer le dialogue social. Eh bien, moi, je vous dis merci. Merci d'avoir répondu par les faits à cette demande qui émanait aussi de notre commission sociale ici au Sénat. Alors, j'ai entendu aussi le président Hollande nous dire que ça serait cette loi, l'accord, tout l'accord, mais rien que l'accord. Et que tout amendement qui serait proposé par les deux assemblées devrait être approuvé par les organisations signataires. Alors, la première question, c'est comment vous allez faire? Comment allons-nous faire, plus exactement, puisque nous sommes partie prenante? Il va falloir à nouveau négocier entre vous et puis nous. Si j'en crois, évidemment, la parole, et je n'ai pas de raison de la mettre en doute, la parole du président. Deuxième point, je ne reviendrai pas sur les différents points qui ont été évoqués, et je pense qu'avec les auditions que nous avons eues avec les uns et avec les autres, j'ai eu beaucoup de réponses. Et mon groupe a eu beaucoup de réponses sur les points qui le chagrinaient, le temps partiel notamment, sur la mobilité interne. On sait qu'il faudrait réécrire, je l'ai entendu par les uns et par les autres, le motif économique, motif personnel. Il y a une différence avec l'accord et qui est quand même assez importante. Mais j'insisterai simplement sur les délais préfixes. J'ai entendu
le partenaire principal de vos accords, le MEDEF, du côté patronal, dire qu'il y avait une différence avec l'accord national sur les délais préfixes de l'article 4 et qu'il serait peut-être nécessaire d'encadrer la prolongation des délais par le juge qui est prévu effectivement dans la loi. Sinon, ça risquait d'être utilisé par ceux qui n'ont pas signé. Voilà la raison qui nous a été avancée. Moi, je ne suis pas en mesure d'en juger, mais je vous pose la question, est-ce que ça vous paraît nécessaire de changer effectivement cette rédaction de la loi? Voilà, merci. Merci, Monsieur Le Maine. Merci Madame la Présidente. Moi, je réinsiste là sur déjà deux interventions de nos collègues Telade et Procaccia, pour que vous nous puissiez bien de manière très synthétique, mais quand même complète, de nous décrire à nouveau comment ça va se passer pour cette couverture complémentaire de santé obligatoire dont tout le monde se félicite. Alors, est-ce que cette couverture, est-ce qu'il va y avoir des appels d'offres? Est-ce que ça va être au niveau des branches? Est-ce qu'on est au niveau des entreprises? Est-ce que ça va concerner des appels en direction des organismes de prévoyance ou des sociétés mutualistes ou alors des compagnies d'assurance multiples? Donc là, je pense qu'il faut que les choses soient très claires. Donc ça, c'est un premier point. Dans ce cadre-là, compte tenu du volume important. Deuxième point, et là ça a été effectivement abordé aussi, mais j'aimerais être très éclairé dessus, lors de la cessation d'activité d'un employé pour un chômage, par exemple, quelles sont les dispositions? Est-ce qu'il va repartir dans une complémentaire individuelle pris lui-même, ou est-ce qu'il y a un système réfléchi qui pourrait être de l'ordre non pas d'un droit rechargeable comme pour la couverture chômage, mais de quelque chose qui serait un peu dans cette optique? Comment ça va se passer d'une manière pratique? Parce que c'est quand même important. Et l'emploi n'est pas à vie. Dans certaines entreprises, il peut y avoir des périodes de chômage. Comment ça peut tout ceci être articulé? Là, je suis intéressé là-dessus. Par ailleurs, 4 millions de personnes qui vont quitter une couverture individuelle prise, complémentaire individuelle, c'est quand même une masse importante. Et certaines mutuelles, je pense notamment à la Fédération nationale des mutuelles indépendantes, qui s'inquiètent en disant, bon voilà, il va se passer des choses, on risque d'avoir des dégâts collatéraux, si on peut dire, puisqu'il va y avoir un reformatage et on risque d'avoir nous-mêmes des licenciements dans ce cadre-là par perte, si vous voulez, de notre activité, d'une partie de notre activité, puisque ces personnes, d'une manière considérable, risquent, et ça se comprend, d'aller vers une couverture complémentaire assise sur d'autres organismes. Alors, moi, j'aimerais que vous puissiez bien reformater tout ça, c'est une avancée, tout le monde le perçoit bien, et on s'en félicite. Mais il faut, lorsqu'on a des contacts avec nous à la base, dans nos permanences, avec des personnes qui s'intéressent, et notamment des salariés qui s'intéressent à ces questions et ô combien elles s'intéressent, eh bien, on voudrait pouvoir aussi apporter des réponses relativement précises. Merci, Monsieur Barbier. Oui, merci, Madame la Présidente. Simplement, pour ce qui avait été dit, on a été interpellé quand même cet après-midi par une réflexion générale sur ce projet, et notamment par rapport entre le texte que vous avez signé et le projet de loi qui est présenté par le gouvernement. Est-ce que pour vous, celui-ci correspond à ce que vous souhaitez, notamment, bien entendu, on a détaillé chacun des droits, etc. Mais on a évoqué ce problème un peu philosophique qui passe un petit peu à la trappe, qui est le préambule du titre 2, concernant la négociation, enfin l'état d'esprit entre les partenaires sociaux dans le texte que vous avez signé. Est-ce que sur cette affaire, vous considérez que le projet de loi tel qu'il est satisfaisant? Et le deuxième point que je voulais évoquer, c'est de savoir, dans le cadre de responsabilité des organisations syndicales, comment vous voyez les perspectives de stratégie de l'entreprise à 3 ans
comment envisagez-vous d'intervenir, de pouvoir intervenir d'une manière suffisante sur cette stratégie évoquée dans la marche de l'entreprise? Merci, mes chers collègues. Il n'y a plus d'inscrits. Avant de redonner la parole, juste, je vous rappelle que nous avons des amendements à voir après sur le texte des Outre-mer. Donc, ne partez pas trop vite, mes chers collègues. Nous n'aurons pas complètement terminé à l'issue de l'audition des représentants ici. Voilà, il y a quelques amendements. Voilà. 2, oui, voilà. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, il y en a quelques-uns. Donc, il faut être présent pour pouvoir en tout cas les adopter ou pas. Merci. Voilà. Comment est-ce que je procède? À nouveau, peut-être dans le même ordre ou l'ordre inversé, peut-être, monsieur? Allez, monsieur Touvenel. Allez, je vais essayer de répondre, peut-être imparfaitement, mais déjà sur la complémentaire santé. À l'heure actuelle, là, pendant que je vous parle, il y a un groupe de travail, tel que prévu dans l'accord, qu'en est à sa 3e réunion, je crois, qui est en train, comme c'est inscrit dans l'accord. Les parties signataires du présent accord décident de constituer un groupe de travail paritaire dont l'objet sera de définir dans le délai de 3 mois les conditions et les modalités d'une procédure transparente de mise en concurrence, tant lors de la mise en place de la couverture remboursement complémentaire frais de santé que lors du réexamen périodique du ou des organismes assureurs désignés recommandés. Ce groupe de travail paritaire sera notamment chargé de fixer les conditions d'élaboration du cahier des charges, les conditions de publicité et de transparence de cette mise en concurrence, les critères de sélection des offres conformes à ce cahier des charges et de définir les critères de l'évaluation de la gestion du régime collectif lors du réexamen des conditions de la mutualisation. Il est également précisé qu'ainsi notamment les salariés couverts par ailleurs par un contrat collectif obligatoire en qualité d'ayant droit pourraient être dispensés d'affiliation. Donc tous ces sujets sont sur la table. Il y a un groupe de travail, parce que c'est des sujets qui sont assez techniques, qui est en train de travailler. Il en est à sa 3e réunion à l'heure où je parle. Je pense qu'il en sortira que des choses de bon sens. Sachant que, vous l'avez compris, vous l'avez dit les uns les autres, le but c'est couvrir aujourd'hui ceux qui ne sont pas couverts, et on est en train d'y aller, ça s'appelle un progrès. Donc voilà, sur les complémentaires santé, on construit les choses. Quand la transposition s'éloigne de l'accord, nous ce qu'on a vu pour nous, entre le projet de loi et l'accord, c'est que c'est un bon projet qui, à quelques rares exceptions, respecte bien et le texte qu'il faut améliorer, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une écriture juridique de code du travail, cet accord, et l'esprit. Alors il y a des points, notamment par exemple, il serait bon d'avoir un amendement, s'il n'est pas encore arrivé, qui précise que pour la complémentaire santé, le régime d'Alsace-Moselle n'est pas concerné, puisque nos amis d'Alsace-Moselle sont déjà couverts. Le but de l'accord, c'est bien de couvrir ceux qui ne le sont pas. Bon, et ça nous paraissait tellement évident qu'on a oublié d'en parler, mais je crois que tout le monde est d'accord sur ce sujet. CDD, pourquoi pas les supprimer? Pour une raison simple, c'est parce qu'un certain nombre d'entre eux sont utiles. Je ne vais pas supprimer le CDD pour les vendanges. Je ne vais pas supprimer le CDD pour le remplacement d'un salarié malade. Mais il faut revenir à quelque chose de plus équilibré, comme ça a été dit. On est parti avec des excès, et bien on essaye de corriger ces excès. Qu'est-ce qu'il y avait? Sur l'accord des parties concernées, comment allons-nous faire? Eh bien, je ne sais pas exactement pratiquement, mais la volonté... En fait, la volonté des signataires, la volonté de tout le monde, je crois, et la volonté de la représentation nationale, c'est d'avoir quelque chose qui serve notre pays, qui serve les salariés, qui serve les entreprises. On voit très bien que l'esprit dans le projet de loi de respecter ce qu'ont fait les partenaires sociaux est là. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas très concrètement et qu'on n'avance pas en échangeant. Sur le chômage, il y a, et notamment la complémentaire santé, il est prévu dans l'accord la portabilité des droits, qui améliore notamment tout ce qui est couverture santé. Il y a la portabilité. Et dans l'accord d'ailleurs, il y a aussi une partie prévoyance dont on n'a pas parlé. Quand on aura fait frais de santé, il va falloir couvrir aussi tous les salariés en matière de prévoyance. Mais ça va se construire petit à petit. Voilà ce que je pouvais dire, grosso modo, sur les différentes questions. Ah oui, projet de loi globalement, stratégie dans la marge des entreprises. Ben déjà, associer les représentants des salariés aux organes de réflexion et de direction, à mon sens, c'est justement du bon sens. On est toujours plus intelligent à plusieurs, avec des expériences différentes, qu'en étant un petit nombre avec une même expérience. Et c'est comme ça que ça va se faire.
Et c'est comme ça que ça doit se faire. C'est comme ça que d'ailleurs dans un certain nombre de pays où on voit que ça marche mieux que chez nous, ça se fait. Alors ça va se bâtir aussi. Il y a quelquefois ça ne va pas fonctionner parce que les entreprises ne voudront pas jouer le jeu. On aura toujours des cas qui ne marcheront pas. Mais je pense que la majorité des cas marcheront. Et moi j'ai toujours du mal à comprendre un chef d'entreprise qui embauche des collaborateurs tout en nous disant ceux-là sont des idiots inutiles, il ne faut surtout pas qu'ils réfléchissent avec moi à leur avenir. C'est le processus inverse qu'on essaye de mettre en place. Merci. Monsieur Pierron. Bien. Alors, moi, j'ai un petit désaccord sur ce que vous avez dit, Madame la Présidente, sur l'inversion des normes. Parce qu'il me semble que cet accord redresse un peu le tir par rapport à ce que vous aviez, à juste raison, fait mention sur une possibilité d'inversion des normes qui, concrètement, dans les faits, est peu pratiquée quand même, hein, mais qui était possible et que c'était déjà une rupture par rapport au passé. Je pense que cet accord qui sera confirmé dans la loi redonne une dimension de négociation de branche plus forte qui permet d'éviter justement l'inversion des normes. Ça renvoie à beaucoup de négociations de branches, et notamment de branches étendues, pour pouvoir infléchir ou procéder à des souplesses dans des procédures, alors qu'aujourd'hui, ça peut se faire par des accords d'entreprise uniquement. Voilà, donc ça c'est important de se le dire. Sur la complémentaire santé, j'ai envie de dire une portabilité de 12 mois, hein, quand on perd son emploi. C'était 9 mois aujourd'hui, donc c'est plus grand. Le vrai sujet, de toute façon, qu'on a sur la formation, qu'on a sur la complémentaire santé, qu'on a et qui touche l'inégalité dans le salariat, mais l'inégalité dans les entreprises, c'est la question de la mutualisation. Qu'est-ce que les grandes entreprises et les petites entreprises sont prêtes à mutualiser ensemble pour couvrir des droits lorsque on passe d'une petite, d'une grande, lorsqu'on perd son emploi. Bon, sur la portabilité, lorsqu'on perd son emploi de la complémentaire santé, pendant 12 mois, c'est mutualisé inter-entreprise pour pouvoir financer une complémentaire santé un an après avoir perdu son emploi. C'est un petit pas pour certains. Aujourd'hui, on a dû forcer la porte, mais c'est un vrai sujet. Et c'est le sujet qu'on a eu entre la divergence de points qui a failli faire qu'un clash dans le patronat, parce qu'il y a des sujets comme la complémentaire santé où c'est un débat entre patronat, plus qu'entre patronat et syndicats une fois qu'on l'avait obtenu. C'était entre l'UPA, représentant des artisans, des petites entreprises, avec le MEDEF, où là-dessus, il y a des vraies divergences. Les petites entreprises et l'artisanat ont besoin de mutualisation pour offrir des droits à leurs salariés. Ils ne peuvent pas le faire en direct. Et c'est là aussi que la branche est importante. Alors que les grandes entreprises, eux, ils ne veulent pas mutualiser forcément pour les petites. Donc, de toute façon, on a un vrai problème dans notre pays, c'est un problème de coopération, qui est un problème de compétitivité globalement, mais c'est vers ça aussi hein, qu'on essaye de tendre avec des points d'accord, y compris en mettant dans la base de données la sous-traitance un regard sur les fournisseurs et autres, c'est qu'on soit vraiment dans une culture de coopération plus que dans une culture de compétition à court terme. Hein, du moins-disant social, ce qu'on appelle. Voilà, donc ça y participe. La question de la mutualisation, si on peut l'enfoncer à chaque fois qu'on négocie par petits bouts, je peux vous dire que c'est un grand pas pour les artisans et les TPE. Donc il ne faut pas le minimiser. Donc 12 mois, bah, c'est 12 mois. Nous, on revendiquait 18 mois, on a eu 12 mois. Bon, bah, c'est le compromis. Voilà, on est sur 12 mois. On aura un décret sur le choix du salarié, parce qu'on a une vraie difficulté qu'on n'a pas prévue dans l'ANI. Donc ça fait partie des discussions. C'est que si le salarié est déjà couvert, ou par son conjoint, ou autre, la génération de la complémentaire santé s'impose pas, comment il fait, comment il peut choisir, etc. Et donc ça fait partie des éléments qu'il faut approfondir. Alors, et il y a le groupe technique sur les appels d'offres, hein, donc qui sera ouvert à tout le monde, hein, mutuelle, institut de prévoyance et assureurs. Et il y aura bien sûr cette question de choix, de liberté de choix de son organisme et de ne pas se faire imposer purement et simplement. Voilà. L'objectif que l'on vise, c'est de couvrir tout le monde. Ce n'est pas d'imposer un contrat idyllique. Quand on parle de, par exemple, l'Alsace-Moselle, là, ils ont commencé à discuter en Alsace-Moselle, me semble-t-il, mais il y a peut-être des Mosellans et des Alsaciens, voilà, sur comment on garantit un meilleur panier. Puisque le panier qu'on a négocié et qui sera dans un décret, il est plus haut, me semble-t-il, c'est ce que nos collègues nous disent, que ce qui existe. Hein,
sur certains points. Hein. Ouais, là, on a un Mosellan et un Alsacien. Ça se bon, voilà. Mais sur certains points, ça se complète. Ça va. C'est en dessous, en Alsace-Moselle, que... Bon, voilà. Donc, le tout, c'est d'harmoniser tout ça. Je ne reviens pas sur la suppression des CDD. Il y a des activités cycliques dans ce pays. On en a besoin, y compris pour les remplacements, mais y compris pour des activités cycliques. Le tout, c'est que ce ne soit pas la norme, quoi. C'est ça qu'il faut éviter. C'est l'utilisation abusive qu'il faut qu'on arrête dans ce pays. C'est que parce que c'est risqué ou parce qu'on a un code du travail trop rigide, eh ben on embauche en CDD, ce qui est un faux problème entre nous dans ce pays. Et c'est là-dessus qu'il faut s'attaquer, mais pas la suppression des CDD. C'est venu de personne autour de la table, y compris c'est pas venu des non-signataires, hein, que ça soit clair entre nous comme proposition. Tout l'accord ou la coopération entre nous, comment on va faire? Moi, je pense qu'on doit pouvoir être en capacité de montrer que vous, comme nous, dans ce pays, on a un rôle à jouer, qu'on ait un rôle à jouer avec une légitimité, nous des salariés, avec nos élections, vous du peuple, avec vos élections, et que ça peut se cohabiter. C'est ça que je parle quand je parle de cohabiter. Sans autocensure ni des uns ni des autres. Et en ayant, bien sûr, le respect de ceux qui sont engagés, pour ne pas donner la prime à ceux qui ne seraient pas engagés. Voilà. C'est ça la difficulté avec l'exercice. Mais c'est un exercice, me semble-t-il, intéressant, porteur pour l'avenir. Voilà. Et on doit essayer au moins de le réussir. C'est ça ce qui est devant nous, hein, sur la table. Hein. Donc moi, je n'oppose pas, au contraire. C'est pour ça que je parle de co-construction, de coopération, mais en ayant bien en tête que chacun a sa légitimité, chacun représente, bon voilà, il a ses mandants qu'il représente, et je n'oppose pas les uns les autres. Mais si pour une fois on arrivait à collaborer, à coopérer plutôt, pour créer de la norme sociale ensemble, en préciser les contours et la portée, ça serait bien. Voilà, c'est l'exercice qu'on a à faire. Alors après, comment on travaille ensemble? Nous, comment on a travaillé ensemble? On a eu, par exemple, on a tous les amendements, puisqu'ils sont publics, les amendements. Et puis, on a un lien avec le gouvernement, on a un lien avec le rapporteur, comme on le disait. Et donc, il y a plein d'auditions qui se font par les groupes, qui permettent de se construire ou de se forger une idée pour ceux qui le souhaitent, sur l'état d'esprit, un peu ce qu'on fait là, mais séparé de chaque groupe parlementaire, qui amène des amendements. Peu ou prou, les amendements, ils sont trois catégories, ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale. Il y a les amendements politiques, voilà, qui n'ont rien à voir avec l'ANI, remise en cause des 35 heures, enfin, etc., etc., je passe. Il y a les amendements qui ne répondent pas qui sont pas politiques forcément, mais qui ne répondent pas à l'esprit de l'ANI. J'en avais ce matin, mais j'en ai plus d'exemples en tête. Mais bon, il y en a, voilà, qui vont beaucoup plus loin sur la formation, par exemple. Sur la formation, c'est volontairement. On avait tous envie d'aller plus loin. Mais il y a une concertation en cours. Et il y a une négociation, il y a un projet de loi en cours. Donc on a fait le choix d'en rester là. Bon voilà, mais administrateurs salariés, on voulait aller plus loin, mais on s'est dit, il vaut mieux que ce soit les parlementaires là qui le fassent. Bon voilà, donc il y a des éléments comme ça, et puis nous on fait remonter nos avis sur les amendements. On donne un peu, voilà. Par exemple, je ne vais pas vous cacher que sur la mobilité interne qui est source de... C'est compliqué, il y a des sujets, hein, quand on le rédige juridiquement. Bon, voilà, on a fait un tour de piste avec le rapporteur, le gouvernement, je ne sais pas ce que ça va donner, mais le gouvernement propose là une nouvelle rédaction de l'article 10 sur cette partie de la mobilité. Hein, vous savez, ce qui avait été... on est passé de motifs personnels et motifs économiques, c'est pas là-dessus, mais c'est sur l'accompagnement et autres. D'après ce que j'ai compris, moi j'ai vu le projet de réécriture, je trouve qu'il précise bien la pensée des négociateurs. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on travaille ensemble, c'est par mail, par rencontre physique, par coup de téléphone, et de toute façon, nous... on fait remonter au rapporteur et au ministère notre avis sur les amendements déposés. Voilà, on fait un tableau hein, et on met notre avis. Après, il en tient compte, il n'en tient pas compte, mais au moins il connaît notre position. Voilà ce que j'avais envie de dire. Voilà pour les travaux de la Commission des affaires sociales du Sénat. Si vous souhaitez revoir ces auditions, elles sont disponibles en VOD sur notre site internet publicsenat.fr. Bonne fin de journée à tous.